Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai une voix un peu, voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout malade, je suis juste asthmatique. Et la Lorraine, visiblement, cette nuit, m'a pas, enfin, Reims plutôt m'a pas réussi cette nuit. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc, je m'excuse juste parce que j'ai un peu une voix de hérisson par moment, c'est un peu gênant. D'abord, vous dire bonjour, meilleurs vœux, que je suis ravie d'être ici, à plus d'un titre. Et je ne sais jamais par lequel commencer, mais peut-être que le plus important, c'est l'autre vie qui ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire, je dis toujours, on est prof doc un jour, prof doc toujours. J'en suis convaincue. Et d'ailleurs, je dis toujours nous en parlant des profs doc, et j'ai du mal à dire nous en parlant des profs d'université, alors que je devrais avoir fait la bascule. Et donc, je me sens bien avec vous, en fait, aujourd'hui, ne serait-ce que parce que je sais que, en fait, on va se comprendre, ce qui est quand même assez rare, finalement. Et donc, ça va aussi permettre d'être efficace, quelque part, et d'essayer d'avancer ensemble vers des propositions de... Alors, j'aime pas le terme de solution, parce que c'est vous qui les avez, les solutions, mais en tout cas, vers des propositions d'explicitation déjà de certaines pratiques, et puis peut-être d'actions éventuelles, en tout cas avec des choses qui peuvent fonctionner et moins fonctionner, on va dire au sens large. Je suis ravie aussi d'être ici parce que je remercie pour l'accueil, évidemment, au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, donc URCA, j'ai appris le sigle très récemment, figurez-vous, qui se trouve en fait à la jonction entre mes deux régions de cœur et de naissance, puisque je suis des Hauts-de-France, lançoise, et que je travaille donc en Lorraine. Donc voilà, c'est un trajet que je connais bien, Reims, je passe par là toutes les semaines. Donc voilà. Et un spécial remerciement aussi à Manon et à Christine pour les échanges qu'on a eus avant, jusqu'à hier soir, quoi, hein, où Manon s'est assurée que j'avais un lit pour dormir, ce qui était quand même franchement sympathique. Alors, ceci étant dit, écoutez, je vous propose tout simplement de commencer. Alors, j'ai longtemps réfléchi au titre et que d'ailleurs, j'ai jamais fourni parce que je l'ai trouvé il y a 4 jours. Et parce que vraiment, j'arrivais pas à trouver un titre qui corresponde. Et puis, en fait, je me suis dit, mais si, le titre, c'est ça, c'est l'acculturation informationnelle de nos étudiants. Parce que finalement, on a souvent tendance à considérer un peu comme des allants de soi le fait d'être étudiant. Et c'est d'ailleurs le cas des enseignants que vous avez aussi parfois du mal à convaincre. Il y a un écho, il y a plein de Anne Cordier, c'est beaucoup trop. Déjà une, croyez-moi, c'est dur. Ouais, c'est peut-être les micros qui s'activent. Non, c'est bon. Donc, oui, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous avez des fois du mal à convaincre les enseignants. Hein. On sait bien que ils sont étudiants, ils sont autonomes. Voilà, voilà. On dit la même chose dans le secondaire. De toute façon, ils sont sur TikTok, alors les écrans, le numérique, tout ça, ils connaissent. Bon, évidemment, c'est bien plus compliqué. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer ensemble de voir en fait en quoi consisterait ou consiste déjà, parce qu'on va aussi parler de beaucoup de choses que vous faites déjà, une acculturation informationnelle la plus juste et la plus émancipatrice possible pour nos étudiants. Alors, pourquoi je fais partie de cette question-là? Parce qu'en fait, quand on regarde tout bêtement hein, les vidéos ONICEP, comment réussir à l'université, je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. On a évidemment toujours systématiquement des vidéos de la BU. Parce que la BU, c'est beau, c'est le joli emballage, quoi. Mais parfois vidé de sa substance. Regardez, il y a une jolie bibliothèque. Les bibliothécaires dedans, ce qu'on y fait. Mais il y a une jolie bibliothèque. Ça fait des belles photos. Et de toute façon, dès qu'on fait une interview, même pour des journalistes, on nous dit « Allons à la bibliothèque universitaire ». Et là, je vois des oui, déjà agacés, se disant « Ben oui, la semaine dernière, j'avais un cours, mais je ne pouvais pas parce que finalement, ils ont pris la salle uniquement pour faire une interview à la noix. » Mais vous comprenez, c'est plus vendeur. Et donc, finalement, dans cette vidéo, on retrouve la même chose. Réussir à l'université, on a tout le temps en fond la BU. Les étudiants parlent tout le temps dans la BU. Mais finalement, réussir à l'université, c'est avoir une bonne expression écrite et orale, une démarche scientifique, de l'autonomie et de l'organisation, et être curieux. Je poste ça là, inscrivez-vous. En gros, c'est ça la vidéo. Bon,
OK, sauf que pour acquérir tout ça, ben, évidemment, il faut des professionnels et évidemment, il faut de l'accompagnement. Et donc, je me suis dit, ben, nous, en tant que professionnels de l'information, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on fait déjà pour que nos étudiants soient acculturés à ce monde universitaire? Alors évidemment, je n'ai pas pris par hasard le terme d'acculturation, on va y revenir. Alors je vous propose d'abord juste d'insister sur le fait que être un étudiant, c'est aussi être un acteur de l'information, chercher de l'information, s'informer dans et hors l'université, pas uniquement pour des besoins académiques, mais il est évident que en bibliothèque universitaire, notamment en raison des temps contraints que vous avez, évidemment, vous visez une forme d'efficacité et que très souvent, vous visez quand même la culture académique. Et vous n'avez pas tort. C'est là que vous allez voir que vous n'avez pas tort du tout. Parce que justement, on peut véritablement parler pour les étudiants, quel que soit leur parcours, quel que soit leur cursus, d'acculturation informationnelle. De façon générale, on parle souvent d'une culture de l'information. Alors là, je fais juste un petit rappel pour qu'on puisse ensuite passer le pas et aller écouter, littéralement d'ailleurs, des jeunes, j'aime pas le terme de jeunes, des étudiants nous parler. Mais c'est important de vous donner quelques éléments. Le premier, c'est de rappeler qu'une culture de l'information, c'est un volet de connaissances, c'est une vision qu'on a du monde aussi et une façon d'agir pour soi et dans la société. On ne prend finalement pas souvent en compte cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on a souvent, alors aujourd'hui on nous parle de désinformation, en veux-tu, en voilà, avec une forme d'instrumentalisation de l'information et de réduction surtout de ce que c'est, alors qu'en réalité, s'informer, utiliser des ressources documentaires, savoir les confronter, référencer sur un plan bibliographique, ça participe d'une culture de l'info qui permet de faire des choix dans le monde. Pour ceux qui ont encore des souvenirs de leur formation, ça dépend quand est-ce que vous avez ici votre formation, mais dans les années 2000, on a tous été nourris au Brigitte Juanal, Culture de l'information, où elle nous expliquait déjà qu'avoir une culture de l'information, c'était maîtriser des dispositifs techniques, et ça, on va y revenir, avoir une maîtrise méthodologique, ça, on a beaucoup, et notamment dans les années 90-2000, été dans une formation très méthodologique, en fait, à l'info. Et puis, elle ajoutait déjà en 2000, attention, il y a une réflexion éthique aussi qui doit être mise en place dans les choix de ressources et de production aussi que l'on fait. Si je parle d'acculturation informationnelle, je voulais contracter, c'est parce que s'il y a une culture générale de l'information, on peut affirmer qu'il y a aussi une culture étudiante de l'information. C'est-à-dire que clairement, quel que soit le parcours de l'étudiant et quelle que soit la formation qu'il va suivre, il va être obligé d'opérer un passage en fait d'un monde de référence à un autre. Être étudiant dans un IUT et même dans un DUT, parce qu'on n'est pas, enfin, l'IUT c'est qu'un bâtiment, être étudiant avec un DUT, spécialité, ce que vous voulez, et bien c'est pas la même chose qu'être étudiant en L1, c'est pas la même chose qu'être étudiant à Sciences Po, c'est pas la même chose qu'être étudiant en IRTS, n'empêche que tout ça, mais ça relève de la formation dans les études universitaires. Et donc là, quand je vais vous parler d'étudiants, je pense bien à l'ensemble des types d'étudiants qu'on peut avoir et pas uniquement aux licences, même si, licence 1 comme on dit aujourd'hui, même si évidemment je sais que c'est une préoccupation majeure. C'est important d'avoir cette idée qu'en fait l'étudiant, enfin, alors pour le coup on va dire le jeune de 18 ans, quand il accède à une formation, eh ben en fait il doit s'affilier, il doit adhérer, s'acculturer à un ensemble de codes dont on verra qu'ils ne lui sont pas toujours clairs ou expliqués. Et ça, vous le savez déjà. À tel point que certains disent, quand ils reviennent sur leur parcours, c'est le cas d'Alia, qu'ils n'ont pas franchi le cap des études supérieures. Alia, qui est titulaire d'un bac économique et social en ce temps-là, avec mention, n'est pas allée à l'université. Et vous voyez sa raison. Et ben, sa raison, c'est la peur de ne pas savoir s'en sortir. Il faut chercher des trucs en plus, mais il faut le faire seul. Et elle ne s'en sentait pas capable.
Et les verbatims que vous avez sont toujours représentatifs de l'échantillon utilisé. Je dis parce que sinon, évidemment, c'est facile de choper un truc comme ça. C'est ce que font les gens pas sérieux. J'essaye d'être sérieuse à peu près. C'est pour ça, en essayant d'être sérieuse, que du coup, je vous propose là de partir de recherches de terrain qui ont été menées à chaque fois. Alors là, j'ai pris que celles qui concernent en fait des publics qui peuvent vous intéresser, vous. J'ai évacué, entre guillemets, les petits et les collégiens, parce que c'est pas votre... c'est intéressant, hein, mais c'est pas la préoccupation majeure pour la journée. Mais j'ai pris des études que je mène donc dans le secondaire et qui sont centrées autour aussi de la liaison Bac-3, Bac+3, comme on dit, avec notamment des partenariats qui sont menés avec la bibliothèque universitaire d'Artois. J'ai pas vu, je me semble pas, mais il y a trop de monde, mais je me semble que j'ai pas vu de collègues, mais en tout cas, hommage aux collègues de la BU aussi d'Artois qui permet de faire des liaisons avec des collègues engagés dans le secondaire, dans ce qu'on appelle les cordées de la réussite, et qui travaillent donc avec eux. Et donc, ça me permet aussi de suivre des classes dans des projets pédagogiques qui visent à favoriser l'orientation dans les études supérieures. C'est déjà un premier objectif de l'enseignement secondaire parce que les gamins ne passent pas forcément le cap. Et puis, deuxième objectif, d'essayer les élèves du maximum de clés pour intégrer le monde universitaire. Ces élèves-là, il y en a un certain nombre que j'ai suivis sur un temps long et que je continue de suivre. Et il y a notamment une petite recherche surnommée la recherche bonbon, qui est en fait une recherche complètement personnelle que je mène en fait depuis 2012 avec 15 jeunes, plus jeunes, qui sont nés en 95 et qui, en fait, ont participé à des liaisons Bac-3, Bac+3. Désolée pour ceux qui sont nés en 95 et se sentent moins jeunes d'un coup. Désolée, c'était maladroit. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'ils ont suivi cette liaison et que, en fait, j'ai continué de les suivre, quel que soit leur parcours ensuite, ce qui permet aussi de mettre en perspective les apprentissages informationnels. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on regarde ce qu'on fait et en gros, on évalue le mois d'après. De toute façon, on n'a pas de recul, on n'a pas le temps d'avoir du recul déjà, et puis on ne les retrouve pas, les étudiants. Or, très souvent, on a le sentiment que, bon, il ne se passe pas grand-chose, ça marche pas forcément bien, ou alors on fait des sondages. Enfin, j'ai vu, par exemple, la BU de Reims, vous avez fait une enquête, mais évidemment, ne répondent que les étudiants qui veulent répondre, donc forcément, ça biaise, etc. Et donc, c'est intéressant de mettre en perspective pour se rendre compte aussi qu'on laisse beaucoup plus de traces qu'on ne le croit. Et ça fait toujours du bien à son petit cœur quand on a des doutes. Alors, d'abord, à partir de l'ensemble de ces enquêtes, je crois que c'est important de revenir sur c'est quoi s'informer et en quoi c'est un impératif quand on est dans les études supérieures. De façon générale, ça, vous le savez, la population étudiante, elle a beaucoup changé, bla, bla, bla. Je ne fais pas de déclinisme, je ne dis pas que le monde va mal, ni que ce sont des crétins digitaux. Je dis juste, ça a changé. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que c'est moins bien. Mais de façon certaine, Emmanuelle Anotte, elle insiste, déjà en 2012, sur le fait qu'aujourd'hui, on est face à des étudiants qui ont des itinéraires à choix multiples, on le voit bien, avec des parcours un peu cabossés, un peu compliqués. On va faire quelque chose, puis on revient, puis on repart, etc. Enfin, on a moins de voies royales, entre guillemets. Et en réalité, merci, parce que c'est bien. Ça veut dire qu'on favorise aussi, dans l'école de la République et par la suite, des études pour le maximum et avec des parcours un peu dissonants de ceux qui peuvent être considérés comme légitimes. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais de fait, ça veut dire aussi qu'on accueille des étudiants dont le métier d'étudiant, comme disait Alain Coulon, n'est pas forcément, et même pas du tout, inné et voire hérité. On va y revenir. Alors, cette question d'héritage, j'y tiens et c'est un terme bourdieusien, vous aurez compris. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'activité informationnelle, c'est quand même une façon de se distinguer.
Les étudiants qu'on interroge sur le rapport à l'information dans les études supérieures, ils disent bien qu'il faut s'affilier intellectuellement, c'est-à-dire qu'il faut en fait comprendre les routines, les allants de soi qui sont dans les pratiques de l'enseignement supérieur, mais que finalement, on dit peu. Alors pour ceux qui notamment font les formations aux doctorants, moi ça me paraît vraiment important. Je trouve qu'il y a une pauvreté absolue de la formation des enseignants à l'université, puisqu'ils ne sont pas formés, hein, voilà, très concrètement. En tout cas, pas digne de ce nom, je suis désolée. Voilà. On peut être prof des universités, il n'empêche que moi, heureusement que j'ai passé un CAPES et que je suis passée par des vrais élèves, des vraies classes avec de la didactique, parce que, voilà, concrètement, les gens qui ont fait des voies royales à l'université ne savent pas enseigner. Il y a une espèce d'allant de soi aussi, même là, ce qui fait que du coup, pour eux, il y a un allant de soi qui va se répercuter. En fait, c'est logique. Et donc, les résistances que vous avez même chez les enseignants qui ne comprennent pas pourquoi vous dites qu'il faut absolument dire les choses aux étudiants et les accompagner, c'est qu'eux vont vous dire moi, j'en ai pas eu besoin. Alors, on va peut-être faire des statistiques sociologiques, hein, mais regardez les stats, d'où viennent les profs des universités en France. Et volontairement, je parle des profs des universités. Il y a peu d'anomalies dans le système. Bon, j'en suis une, je vous rassure, mais on n'est quand même pas beaucoup. À avoir passé les mailles du filet, on n'est pas tant que ça. Parce que l'allant de soi, c'est compliqué de trouver. Et heureusement qu'il y a des gens qui vont aider à décrypter, parfois. Pas toujours, mais parfois. Alors, s'informer, c'est aussi une acception qui est très peu comprise pour les étudiants qu'on interroge. Ce qui est sûr, c'est qu'ils le disent. Hein. S'informer, c'est être curieux. Il faut s'intéresser à tout, nous dit Julie. Guillaume, lui, dit qu'il faut se tenir au courant de l'actualité, il faut chercher des informations, il faut s'informer tout le temps. C'est le discours que les enseignants leur disent dès les réunions de rentrée. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'on leur dit. Voilà. C'est un discours qu'ils entendent tout le temps. Être curieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai montré la vidéo UNICEF avant, enfin que je vous ai mis à capture. Hein. La curiosité est présentée comme une compétence par l'ONICEF, ce qui quand même est en soi aussi questionnant. Voilà. Alors en tout cas, ils ont une certitude, c'est que s'informer, c'est avoir du savoir, et derrière, c'est avoir du pouvoir. Kim, elle a vite compris en L1 droit que les profs étaient sensibles à une copie où tu montres que tu t'informes en plus. Donc, elle dit qu'elle cherche l'info qui va faire que dans la copie, ça va la valoriser un peu plus que les autres. Pour le moment, ils ne nous ont pas dit comment ils faisaient. Je fais un petit teasing, sinon c'est pas rigolo. Alors, un petit rappel quand même avec tout ça qui me paraît important pour vous. Quand on parle d'information, de s'informer aujourd'hui, quel gloubi-boulga nous avons, clairement. Et donc, il me paraît important de rappeler des choses. Certes, nos étudiants sont connectés. Ils accèdent donc, vous le savez tous, à des données. Ça ne signifie pas qu'ils accèdent à de l'information. Pour qu'une donnée devienne information, il faut que moi, je sois capable de lui attribuer du sens. Jusque-là, vous suivez. Mais c'est important de le rappeler. Et l'information, son objectif, parfois, c'est qu'elle devienne une connaissance, un savoir. Et ça veut dire que je vais avoir réussi à intégrer cette information à ma structure cognitive et que je suis capable de retransférer et réutiliser cette information dans un autre contexte. Toutes les informations ne deviennent donc pas connaissance ou savoir. C'est pas grave. Mais ça dépend évidemment de quelle information on parle. Et justement, quand on dit s'informer, là aussi, c'est un peu le bazar, si vous permettez l'expression. Très souvent, en fait, quand on dit s'informer, et aujourd'hui c'est l'obsession, hein, en fait, on pense à l'information d'actualité. L'information news. Le grand modèle étant Tintin, les reporters, le journalisme, d'où l'obsession des fake news, par exemple, dont on rappelle que les jeunes ne sont pas les plus concernés, qu'il y a beaucoup moins de fake news qu'on ne le dit sur le web. Bref, on pourrait y revenir. Il n'empêche que ça, c'est un type d'information que les étudiants doivent savoir rechercher, évaluer, vérifier, réutiliser. Mais vous avez tout un pan aussi d'information qui est quand même l'information, je dirais presque à la base pour nous, l'infodoc, quoi.
l'information documentaire. La fameuse information dite connaissance aussi, hein, où on va pour le coup intégrer des éléments qui vont rester dans notre système cognitif avec une visée de capitalisation des savoirs. Nos étudiants en droit, en économie sociale, en lettres, en IRTS, peu importe, mais ils ont en fait beaucoup à faire à de l'information documentaire. Information qui apparaît toujours très négligée, tout simplement parce que mal comprise, hein, aussi par la société et par les pouvoirs publics, qui n'ont pas compris que pour évaluer correctement une info d'actualité, en fait, il fallait déjà avoir des bases en infodoc. Et puis, il y a une autre information à laquelle on ne pense pas souvent et qui apparaît pourtant essentielle, c'est l'information de service. C'est l'info qui va permettre de chercher des bourses, savoir comment on emprunte à la BU, comment on peut aller faire du prêt entre bibliothèques. Alors ça, c'est toujours pour moi merveilleux. Tous les ans, en M1, j'explique à mes étudiants le prêt entre bibliothèques. Ça fait 4 ans qu'ils sont là, parfois plus. Et je ne sais pas, ça rentre pas. Il y a un truc. Mais pourquoi? Parce que l'information de service, en fait, mais évidemment, c'est une information qu'on va déclencher qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on a besoin de ce service. Et donc, il faut que ça prenne sens socialement pour nous. Alors, une fois qu'on a fait ce rappel, on va à chaque fois distinguer quand ils parleront d'informations desquelles ils vont parler, parce que vous allez voir, c'est un peu confus pour eux aussi. De façon générale, ce qu'on voit, c'est une grande solitude, en fait, des étudiants. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à travailler sur un public plus vieux, parce que j'ai longtemps travaillé quand même sur les plutôt collégiens et début d'entrée en seconde. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est leur incroyable sentiment d'être seul, en fait, d'être complètement dépourvu, avec en fait le sentiment d'être aux prises avec un apprentissage qui est complètement implicite. Julie, elle dit à la fac, les profs disent faites des exposés. Jamais ils nous disent comment, c'est débrouillez-vous. Par contre, quand le verdict tombe, il tombe. Et alors, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a 3 éléments qui jamais ne leur sont, pendant les cours, expliqués. Exception faite, et ça c'est très important, des enseignants en IUT et des enseignants à Sciences Po. Et ça, c'est flippant. C'est flippant parce que ce n'est pas la majorité des étudiants. Hein. 2, c'est flippant parce qu'un étudiant à Sciences Po, c'est un étudiant à Sciences Po. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai rien contre les étudiants à Sciences Po, on se comprend. Et 3, c'est flippant parce que l'étudiant en IUT, super. Mais pourquoi lui, il a le droit d'avoir une formation hyper rigoureuse, méthodologique, etc., et pas son homonyme plein et entier, enfin entre guillemets, son miroir plein et entier. Là, il faudrait aussi s'interroger sur les recrutements des enseignants dans les composantes. En tout cas, 3 éléments sur lesquels ils insistent. Le premier, la bibliographie. Est-ce qu'il faut en faire une? Comment on en fait une? Qu'est-ce qu'on met dedans? Pourquoi faut en faire une? Plusieurs étudiants que je suivais donc depuis le lycée, lors de leur premier exposé en première année, m'ont raconté mais des vraies scènes de soulagement en disant « Le prof, il a commencé à défoncer les autres », parce qu'ils racontent ça comme ça. On n'est pas toujours très fiers d'avoir des collègues des fois. Et le prof a commencé à défoncer, et moi j'étais là, je m'en fous, moi j'ai ma biblio. Parce qu'ils avaient fait avec le prof doc la biblio et que le prof doc était pénible, hein, madame. Heureusement qu'il nous a fait ça. Parce que moi, je ne me suis pas fait défoncer. C'était incroyable comme ça revenait systématiquement. Alors évidemment, on peut en rire, mais on peut aussi se dire, qu'est-ce que c'est triste aussi, de commencer aussi d'ailleurs les études comme ça. Parce que leur reprocher de ne pas savoir alors qu'on n'a jamais dit que c'était un attendu, c'est un peu la base quand même. Donc, ils s'interrogent beaucoup sur cette histoire de biblio. Deuxième chose, la restitution de la recherche. Copier, coller, plagiat, est-ce si grave? Mais vraiment? Mais pourquoi je redirais quelque chose mal que quelqu'un il a dit bien? Ça, c'est la phrase qu'ils emploient tout le temps. N'empêche qu'il y a un vrai travail autour de ça parce que réellement, vraiment, naïvement même, ils ne savent pas. En fait, ils sont vraiment dépourvus.
en mode ah, je pensais avoir bien fait, quoi. J'ai recopié le truc, je me suis pas trompée. Oui, mais tu as recopié. Ouais, mais c'était une bonne source. Oui, mais tu as recopié. Et en fait, voilà. Et eux-mêmes savent pas trop. De la même manière qu'ils savent pas quel est le cadre académique attendu. C'est quoi une restitution de recherche? Jusqu'où on doit aller dans la reformulation, dans la confrontation entre les auteurs? En fait, c'est un peu comme quand on fait faire une dissertation en classe de première et de terminale et qu'on ne sait pas en faire une. Et là, c'est la même chose, en fait. Ils ne savent pas quelle forme ça doit prendre. Certains parlent de vidéos qu'ils ont faites pour leurs profs, d'infographie, parce qu'au lycée, en terminale, etc. Et là aussi, ils se sont fait défoncer, comme ils disent. Troisième chose, les sources attendues. Parce que ce n'est pas le tout de, citer, de faire la bibliographie et de citer des sources. Après, il y a quelles sources j'ai finalement le droit ou intérêt de mentionner. Il y a des sources qui font bien, des sources qui font moins bien. Et en fait, ils aimeraient bien qu'on leur dise, histoire de ne pas, une fois de plus, se faire, voilà. Et ça, c'est une préoccupation permanente. Et vous allez voir, c'est une préoccupation d'autant plus importante avec quand même aussi les nouveaux dispositifs et les nouvelles pratiques qui mettent en œuvre et qui viennent accentuer une forme de porosité, on va dire, entre les sources. Dans tous les cas, ce qui les perturbe beaucoup, c'est qu'ils ont le sentiment de s'investir pour essayer de comprendre comment il faut chercher l'info et la restituer, mais qu'en même temps, c'est quelque chose qui souffre beaucoup de reconnaissance, c'est-à-dire que finalement, Morgane en philo, il le dit, on te conseille de t'informer, faire des recherches, on te le dit, mais il dit, les enseignants, ils s'en foutent, ça me gêne parce que je suis pas parce que je suis pas valorisée, mais c'est dommage de ne pas en discuter. Ils ont l'impression qu'on leur dit, il faut vous informer, mais bon, moi j'ai autre chose à faire, donc voilà, vous en parlerez quand vous voudrez avec, on ne sait pas qui, parce que du coup, ils n'ont jamais d'espace pour discuter de cette information qu'ils ont trouvée. Ce qui quand même est aussi, même en termes pédagogiques, problématique, hein, ça s'appelle la métacognition, que de pouvoir réfléchir à ce qu'on est en train de faire et à pourquoi on a fait tel ou tel choix, pourquoi on a retenu telle ou telle information. Cette question-là, en fait, n'est pas traitée. Les enseignants leur disent, faites des recherches en plus, et le cours continue, se déroule, et après, il y a l'évaluation. Et donc, cette absence de temps consacré à pourquoi on a choisi telle ou telle info, c'est quelque chose dont ils sont demandeurs. Et on a vu d'ailleurs des ateliers se faire en formation en bibliothèque universitaire où les étudiants avaient dû faire des recherches d'infos et en fait, entre eux, après, par atelier, réfléchi à qui avait gardé quoi, pourquoi, dans quelle source. Et là, effectivement, on voyait que ça prenait sens et qu'en plus, évidemment, ça les intéresse puisqu'ils portent un propre regard, un regard réflexif sur leur propre travail. Alors, tout ça pour dire qu'évidemment, bah oui, du coup, il faut qu'ils s'affilient à ce monde informationnel qui est quand même un nouveau monde pour eux, littéralement. Un nouveau monde qui est compliqué et qui va supposer d'enrichir leur répertoire de pratique. On a souvent tendance, alors répertoire de pratique, en gros, l'ensemble des pratiques informationnelles que je développe en fonction de mes loisirs, de mes cercles de sociabilité, de mon monde social. Et évidemment, je n'ai pas le même répertoire de pratique quand j'ai 18 ans, 25 ans, 30 ans, 50, enfin, voilà. Hein, quand vous devenez parent, vous avez un nouveau répertoire de pratique qui s'ajoute à celui que vous avez déjà, ou quand vous entrez dans un loisir, une activité de loisir quelle qu'elle soit aussi, etc. Et en fait, c'est pareil pour le monde universitaire. Je vous l'ai dit, ils insistent sur ça et vous allez entendre Élise en parler. Ils cherchent à identifier ce que moi j'ai appelé des ressources de la distinction, c'est-à-dire des ressources qui permettent vraiment, c'est bourdieusien, hein, mais c'est ça, de sortir du lot, de se distinguer par rapport aux autres. C'est d'autant plus vrai chez les étudiants de milieux populaires qu'on vraiment, alors moi je travaille beaucoup aussi sur les inégalités sociales et beaucoup sur les étudiants issus d'éducation prioritaire. Et c'est vraiment chez eux une obsession de réussir à identifier la ressource qui va faire qu'ils feront étudiant, quelque part, qui feront le bon étudiant. Et du coup, ils idéalisent un peu des références. Alors, parmi ces références, alors on a Le Monde hein, qui arrive à chaque fois. Il faut lire Le Monde. Ils le disent tous. Moi, j'aimerais qu'on fasse un sondage sur les profs de fac. Parce que quand je vois mes collègues,
Ils lisent pas l'équipe, hein, mais ils lisent pas non plus le monde, hein, mes collègues. Ah, parce qu'ils liraient l'équipe, au moins j'aurais des choses à leur dire. Et non, ils lisent pas plus l'un ou l'autre. Donc, je suis pas sûre que voilà, il y a une lecture de presse si abondante, mais bon. En tout cas, il parle beaucoup du monde qui reste la référence. Mais on a aussi Courrier International qui arrive assez régulièrement chez les étudiants, notamment les étudiants en droit, en histoire, parce que très probablement, ça a été aussi une ressource qui a été citée, notamment au lycée, quand ils ont préparé leurs examens. Et là, vous allez entendre Élise qui essaye vraiment de toutes ses forces de lire Courrier International. J'espère que vous allez bien l'entendre. Il faudrait que je me force plus. Elle fait un peu pitié, notre Élise. Hein. Voilà. Alors, notre Élise, pour information, aujourd'hui, elle est juriste dans une société de logements sociaux, société immobilière de logements sociaux, et elle venait d'éducation prioritaire. Mais alors, en L1, vraiment, elle a souffert. Et alors, en L2 et en L3, je vous jure, c'est vrai, elle s'était abonnée à Courrier International. Parce qu'elle s'était dit, si je m'abonne, je vais le lire, en fait. Et du coup, chez elle, sous blister, il y avait plein de Courrier International en pile. Et à chaque fois que j'allais la voir, je lui disais, la pile grossit. Et elle me disait, ouais, oh là, m'en parle pas, j'y arrive pas. Et c'est une obsession. Ce qui est rigolo, c'est que aujourd'hui encore, j'ai fait le dernier entretien là avec Élise en novembre-décembre. Je vous jure que c'est vrai. Elle m'a reparlé de Courrier International. Je lui ai dit, non, mais il y a un trauma, il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et en fait, elle dit, mais en fait, le prof doc, pour le coup, au lycée, les avait tellement martelés sur les ressources et tout ça, qu'elle, elle s'est fixée qu'il fallait non seulement le lire, mais vous avez vu, aimer le lire. Et là aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que, bah oui, il y a des trucs, des fois, bah, on n'aime pas, mais on va le faire parce que, bah, il faut le faire. Et elle essaye, mais elle se reproche aussi de ne pas aimer le lire parce qu'elle se dit que l'affiliation totale, ce serait d'avoir un Courrier International comme ça tout le temps et voilà, de sortir Courrier International. Alors, on en rit, mais du coup, c'est quand même aussi frappant de voir qu'elle est toujours avec le sentiment d'illégitimité en elle. Encore aujourd'hui, elle a un sentiment d'illégitimité informationnelle, alors que, m'a-t-elle dit d'ailleurs la dernière fois, elle a été mandatée par les directeurs du machin, la fin de sa boîte de logements sociaux, pour elle-même former les autres juristes le lundi et leur faire la revue de presse des, donc, c'est assez drôle. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de dire « je suis nulle, je ne sais pas faire ». C'est à elle qu'on demande de faire. C'est elle qui fait les supports. Elle me les a montrés. Je peux vous dire que c'est d'une qualité incroyable. Mais voilà. Oh non, non. Eh bien, je répondrai, mais dans 3 slides. Mais c'est prévu. Oui, c'est vrai. Justement. Vous allez voir. Ouais, il faut attendre. Le suspense est à son comble. Vous allez voir. Élise, elle a trouvé un truc. Vous allez voir. Donc, je vais répondre. Hein. Alors, c'est vraiment important cette histoire. Hein, on n'est pas que dans de la projection, on est aussi évidemment dans de l'affichage. Il faut montrer qu'on se met en conformité. Et donc là, vous avez Guillaume qui est en L1 Histoire à ce moment-là. Alors, il double à ce moment-là sa L1 Histoire. Et alors, lui, son truc, c'est l'universalisme. Alors, lui, il est à fond. Il est à fond parce qu'il adore la BU. Il va à la BU tout le temps. Il passe sa vie à la BU, vraiment, de 8h à 20h, il est à la BU quand il n'est pas en cours. Et son truc, c'est l'universalisme. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi.
Je lui demande s'il aime bien l'utiliser. Il me dit, bah, je ne vais pas dire oui, mais c'est mieux. Disons que si dans la bibliographie, on marque Universalis, ça passe toujours mieux que Wikipédia. Ça nous dit aussi beaucoup de l'inculture informationnelle des enseignants. Parce qu'en fait, Wikipédia, c'est vachement plus sûr que l'Universalis. Parce que quand vous allez chercher certains articles dans Universalis et que vous regardez les noms des spécialistes ou les dates, l'actualisation qui est faite une fois tous les 36 du mois, ben en fait, je ne parle pas du prix que ça coûte, mais quand même. Mais en fait, ce n'est pas le bon plan, l'Universalis. Mais lui, il sait que oui, si, passer par le NT, les ressources numériques de l'université, ça, c'est le super bon chemin. C'est la voie royale. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde sur Wikipédia, il regarde sur Universalis, il complète l'article d'Universalis par des machins de Wikipédia, parce qu'il dit souvent, ouais, il manque des choses dans l'Universalis. Mais il faut citer l'Universalis. Et évidemment, il invisibilise Wikipédia. Ce dit en passant, ça veut dire qu'il invisibilise aussi un travail fourni, un effort, ce qu'on appelle le croisement des sources. En fait, il l'invisibilise parce qu'il sait que ça risque, en fait, de le desservir. Ce qui est quand même assez dingue, objectivement. Alors, enrichir son répertoire de pratique, ce n'est pas uniquement connaître ses ressources, c'est donc aussi, et c'est le problème de notre Élise, réussir à intégrer ses ressources à son écosystème, c'est-à-dire, je fais une différence en fait entre l'environnement et l'écosystème. L'environnement, c'est autour de moi, je sais que ça existe. Je sais qu'il y a le monde, il y a l'Universalis, il y a Wikipédia, il y a tout ça. Et après, il y a l'écosystème, ça c'est ce que je vais vraiment aller utiliser et que je vais avoir le réflexe en fait d'utiliser dans l'idéal, quelle que soit la tâche ou la situation de recherche d'infos. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, vous allez voir. De façon générale, il y a une grande déception chez ceux qui ratent leurs études universitaires. Et donc, j'ai trouvé intéressante l'introduction, d'ailleurs, là, tout à l'heure, qui disait, ben oui, le rôle des bibliothèques pour l'étudiant, etc. Et ben oui, et du coup, le problème, c'est ça, c'est qu'ils sont convaincus que fréquenter la BU, ça peut suffire, quoi. En fait, on se sent étudiant quand on est dedans. Sophia, deuxième année de lettres et qui là vient d'apprendre qu'elle l'arrête, hein, elle dit bah, je suis déçue. J'ai travaillé des heures et des heures à la BU. J'allais tout le temps à la BU. Je me sentais étudiante quand j'étais là. Tout ça pour ça. Guillaume, donc notre tenant de l'Universalis et de Wikipédia, Guillaume, pareil, a quitté le système universitaire parce qu'il a raté sa L1. Hein. Et en fait, on est face à des étudiants qui exploitent les ressources académiques. Il utilise Universalis. Il se dit, c'est bon. Sophia, elle était tout le temps dans Kern. Alors, j'arrêtais pas de lui expliquer, de lui dire, c'est pas une source. Mais bon, elle utilisait Kern. Les profs leur disent aussi, allez voir le Kern. Vous savez, ça fait penser au truc quand on disait le Facebook. Et que dans le film, vous avez just Facebook. Ben, c'est la même chose, le Kern. Bon, voilà, la Wikipédia. Ouais. Et donc, du coup, ils sont très déçus puisqu'ils utilisent les ressources, ils vont à la BU, ça ne suffit pas. Évidemment, ça ne suffit pas. Et en fait, ce qu'on voit quand on essaie d'aplatir, enfin, c'est pas aplatir, de comparer, je vais y arriver, ceux qui, en fait, passent les niveaux et réussissent véritablement dans les parcours qu'ils ont choisis, c'est que ceux qui parviennent sont ceux, en fait, qui vont faire preuve d'une même exigence informationnelle dans et hors la sphère académique. C'est-à-dire, si l'info, elle est pour mon loisir, je vais quand même mettre en place les mêmes processus d'évaluation de l'information, de vérification, de croisement des sources, que si elle est pour mon exposé d'histoire. Et en fait, c'est ceux qui vont avoir cette systématicité dans la démarche, quelle que soit finalement la commande de départ, qui vont le plus réussir à s'affilier au monde universitaire. Alors, un des exemples frappants que j'aime à utiliser parce qu'il est symboliquement fort aussi pour comprendre, c'est le cas d'Amélie, qui est étudiante à Sciences Po, qui vient d'éducation prioritaire, qui a intégré Sciences Po par le dispositif PAY, programme d'études intégrées, donc que j'ai suivi avec elle, enfin voilà, je les ai suivis pendant cette année de formation.
Et en fait, Amélie, quand elle arrive à Sciences Po, lors d'un entretien, je lui demande de venir avec un objet, des traces qui, pour elle, sont marquants dans son rapport à l'information. Et en fait, je vous avoue, je suis un peu déstabilisée parce qu'elle vient avec un billet de train, un billet de TER, en l'occurrence, Béthune-Lille. Et je me dis, aïe, 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 si Amélie n'a pas compris la consigne, que dire des autres, parce que j'allais faire les entretiens avec les autres. J'étais très fière de mon idée d'objet, en fait. Je me disais, allez, tu tiens un truc. Mais elle me ramène un billet de train, donc je ne comprends pas. Et en fait, elle m'explique que ce billet de train, c'est le symbole de son passage entre le week-end, elle est chez elle à Béthune, donc dans le 62, avec ses parents. Elle regarde France 3 Nord-Pas-de-Calais et les Reines du shopping avec sa sœur jumelle, qui est en bac pro esthétique. Et puis, le dimanche, elle prend le train, elle va à Lille, Sciences Po, et là, elle dit, je réactive toutes mes notifications sur mon téléphone. Arte, France Culture, Le Monde, c'est mon quotidien pour y arriver. Et elle dit, là d'où je viens, je n'avais pas le choix. Il fallait une rupture dans ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine de l'information, si je voulais réussir. Et donc Amélie, elle est tout le temps en train d'osciller entre un monde de référence et un autre, mais ça veut dire qu'elle a été capable et qu'on lui a permis de décrypter, en fait, d'avoir une grille de lecture pour dire, OK, à Sciences Po, il faut absolument citer ça, connaître ça. Oui, le 28 minutes d'Arte, c'est mieux que France 3 Nord-Pas-de-Calais quand tu es à Sciences Po. On peut le regretter, en fait, ce n'est pas le sujet. Alors, des fois, quand je dis ça, mes étudiants font « Madame, c'est de la violence symbolique. » C'est tous des petits bourdieux, mes étudiants. Alors, je leur dis « Oui, je suis d'accord. » C'est vrai. Ils sont à bonne école en même temps. Hein, mais... Donc, je leur dis « Je suis d'accord. » Mais il ne faut pas non plus tomber dans la démagogie qui serait tout se vaut. Et donc, du coup, il n'y a pas d'Amélie à Sciences Po, il n'y a pas de Anne Cordier, prof d'université. Enfin, voilà, si on fait ça, si on met tout sur le même plan, ceux qui gagnent seront toujours les mêmes, en fait. Donc, il faut aussi permettre, même si on peut le regretter, il faut aussi permettre absolument cette affiliation pour que des Amélie entrent à Sciences Po. Amélie, aujourd'hui, on est tellement fiers qu'on le dit quand même, elle est dans la prépa ENA, elle sort de la prépa ENA et là, c'est beau, hein? Ouais, voilà. Je voulais vous le dire parce que c'est une bonne nouvelle. Bon, malgré tout, ce n'est pas le cas de tous, hein, notamment parce qu'il y a un problème autour de ce qu'on appelle en général la culture des sources. Ça va? Il y a un problème autour de ce que je vais appeler la culture des sources, c'est-à-dire que Amélie, elle a identifié Le Monde, France 3 Nord-Pas-de-Calais, etc., mais parce qu'aussi, elle a été capable, en fait, de cartographier l'environnement informationnel autour d'elle et les ressources qui sont mobilisables dans son parcours. Quand je suis étudiant en droit, c'est important de connaître Légifrance. Alors, je dis ça parce que tous ceux que j'ai en droit, à chaque fois, quand je leur parle de ressources, moi, je connais Légifrance. D'accord. Tu connais d'autres choses? Alors, à part Élise qui parle de courrier international, bien sûr. Mais sinon, ils sont vraiment obsédés par Légifrance. Il y a des ressources de référence. Et ça, pour le coup, c'est essentiel que les formations ne soient pas des formations transversales, mais bien ancrées dans les objectifs disciplinaires, parce qu'il y a une culture disciplinaire à construire pour les étudiants. Quand on voit qu'ils ne savent pas identifier les périodiques de leur discipline, par exemple. Moi, en Master 1, mes étudiants, alors moi, je forme des MEF, des profs, des futurs profs doc d'ailleurs, et bien, j'en ai plusieurs qui viennent quand même d'Infocom et de licence Infocom. Je fais une séance à la BU où je travaille avec eux sur les ressources pour leur discipline et ils découvrent les périodiques. Ils découvrent les revues scientifiques, communication et langage, BBF, tout ce que vous voulez, Hermès. Et ça me terrifie un peu. Je me dis, mince, ça fait 3 ans qu'ils sont là, quoi. Enfin, et c'est un vrai souci de voir que dans les enseignements, on ne leur cartographie pas les ressources qui sont mobilisables. Et c'est d'autant plus important que ça, c'est une vraie distinction sociale. Quand on part vers les plus jeunes, donc là, pour le coup, c'est le résultat des enquêtes auprès des enfants collégiens et lycéens. Donc là, je m'éloigne du public, mais parce que là, j'ai des données, donc je ne vais pas vous donner des trucs que je n'ai pas. Là, de façon très, très nette,
Les enfants et les ados qui sont issus de milieux favorisés, ils vont citer toujours des noms très précis de ressources informationnelles. Quand je leur demande sur quoi ils s'informent, dès le CE1, hein, il y en a qui parlent de l'UMNI. Vous savez, le truc chiant de l'éducation nationale. Ouais. Donc, ils parlent de l'UMNI. Il y en a qui parlent de France Info Junior en primaire. Il y en a qui, en 6e, 5e, parlent de Un jour une actu, le petit Libé quand il existait. Enfin, ça, ce sont toujours les enfants de milieux favorisés. Les élèves, les enfants et les ados de milieux populaires, ils vont dire la télévision, sur Instagram. Et donc, en fait, c'est le média, c'est même pas un média, c'est un canal. Enfin, oui, d'ailleurs, c'est plutôt le canal que même le média. Ils donnent des dispositifs, mais en fait, ils n'ont pas forcément identifié la source. Et donc, cette culture des sources, elle est fondamentale parce qu'évidemment, sinon, comment voulez-vous qu'ils puissent derrière qualifier ce face à quoi ils sont et donc évaluer l'information face à laquelle ils sont. Soit en passant, il y a quand même beaucoup de profs et des profs doc, je ne pense pas de bibliothécaires, vous êtes très au-dessus, mais qui régulièrement disent pas d'informations qui viennent des réseaux sociaux, on ne peut pas faire confiance. Hashtag si, en fait. Enfin, le réseau social, c'est pas une source, c'est juste un canal, donc on s'en fout. En fait, par où il y arrive. Si c'est le monde, c'est le monde. Et moi, ça me frappe quand j'entends ça, et je vous jure que pour le coup, alors, en lycée, je crois que c'est la phrase que j'entends le plus dans toutes les classes où je vais. C'est affolant. Soit en passant, nos politiques ne savent pas non plus la différence. Vous avez qu'à les écouter, vous comprenez vite qu'ils n'ont pas encore compris comment ça marchait. Et c'est un vrai problème, parce qu'on veut restreindre l'accès à des médias d'information, et notamment à des pratiques de lecture, de culture, d'écriture qui sont essentielles aujourd'hui. Vous allez voir. Parce qu'on n'oublie pas notre Élise. On n'oublie pas notre Élise. Mais avant Élise, il faut faire connaissance avec Kelly. Parce que non seulement il faut cartographier, mais il faut savoir qualifier pour caractériser ce face à quoi je suis. Et c'est pour ça que l'exemple du réseau social me paraît intéressant, parce qu'en fait, finalement, on confond ce qu'on appelle les outils marques, TikTok, Facebook, Wikipédia, et puis les objets informationnels. Exemple. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair, parce que là, je sens qu'il y a un petit flou. Donc, pardon, mais je vous explique. Exemple. Kelly, elle m'explique que tous les jours, le soir, au moment de se coucher, sur la tablette, ils se font une demi-heure de se coucher moins bête. Donc, se coucher moins bête, concrètement, c'est un wiki, hein, qui permet, ça fonctionne comme un wiki avec des pseudos, vous écrivez, vous dites j'aime, j'aime pas, ça m'a appris des choses ou pas. Et ça fait des espèces de petites cultures générales sur plein de sujets différents, des films, les plantes, la médecine, ce que vous voulez. C'est un wiki. Okay, et en fait, elle m'en parle tellement qu'évidemment, un jour, pendant un entretien, je vais plus loin, et donc on est ensemble face à l'écran. Je vous explique parce que le fichier son est un peu... On est dans un café, je vous explique aussi pour le bruit, et en fait, je vais lui demander évidemment si l'information est fiable. Alors, vous voyez, on la sent très gênée pendant l'échange. On voit bien qu'elle patine, en fait, hein, dans la smoule.
et que je l'aide à patiner, hein, puisque je la conforte gentiment. Enfin, je ne connais pas, je ne sais pas, voilà. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que, vous voyez tout de suite, la ressource de référence, c'est Wikipédia, qu'on a tellement diabolisé à l'école et qu'on continue de diaboliser que tout sauf Wikipédia. Donc, si ce n'est pas Wikipédia, c'est que c'est bon. C'est ça, hein, la conclusion. Et là, très nettement, elle est incapable de reconnaître le modèle de production de l'information et le modèle économique d'un wiki. Il n'y a pas de culture de l'information, en fait. Il y a, c'est pas marqué Wikipédia, donc c'est bon. On fait la même chose aujourd'hui quand on leur dit pas TikTok, pas Insta, etc. On fait la même chose en mélangeant, en fait, des choses extrêmement distinctes et en confondant la marque et l'objet. Donc ça, c'est quand même essentiel, il me semble, pour nous et pour nous, tout simplement. Et puis enfin, des nouvelles de notre Élise, donc. Je crois que nous aurions tout à gagner, si ce n'est pas encore le cas, à intégrer, enfin pour de bon, les dispositifs techniques que les étudiants utilisent aussi en dehors du cadre académique, même si on ne les connaît pas, et que quand on ne connaît pas souvent et qu'on est enseignant ou médiateur, on a tendance à dire « es-tu sûr que c'est fiable ?» En fait, ils ont beaucoup de pratiques, d'habitudes informationnelles qui correspondent à des socialisations juvéniles normales à leur âge, hein, parce qu'on rappelle qu'un étudiant, en fait, ça a 18-25 ans, quoi. Enfin, donc c'est jeune, donc c'est normal que ça cherche aussi à s'affilier à des groupes, à des loisirs, et que c'est encore aussi dans une espèce d'entre-deux, hein. Et donc, ils essaient à la fois de concilier des exigences académiques, hein, faut garder la face quand même dans les contenus qu'on va diffuser à l'enseignant, et puis des habitudes informationnelles. Le parangon des dispositifs sociotechniques utilisés par les étudiants pour s'informer, c'est YouTube. Ils ont des chaînes, des bibliothèques en fait, hein, complètes, organisées, ça c'est hyper intéressant à voir. Les L1, L2 se font des bibliothèques en fait selon les cours de chaînes YouTube qu'ils ont repérées pour compléter les cours. Parce que les cours en amphi, on n'arrive pas toujours à suivre, ou on ne les suit pas, c'est selon. Parce qu'on complète les notes de cours et on va chercher sur YouTube de quoi compléter. Ce qui veut dire que là, il y a toute une pratique de vérification de l'information qui se fait en dehors de nous, le plus souvent, et qui pourtant va rejaillir derrière sur nous. À peu près la moitié. Ouais, en termes de bibliothèque, hein. Après, les autres, YouTube, c'est tous, 100%, pour le coup. Mais qui vont jusqu'à faire des classements, on est sur la moitié. Ce qui est quand même signifiant, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils différencient bien fac, loisirs, enfin voilà. Du coup, il y a encore une fois, il y a aussi cette distinction entre les répertoires. Ce qui fait dire à Flavien, qui a intégré Sciences Po comme Amélie par un dispositif programme études intégrées, il doit beaucoup aux youtubeurs, hein. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit en connaissance, mais aussi dans leur capacité à donner des preuves des informations qu'ils avancent. J'ai développé de la culture par rapport à l'information grâce donc, à ces mecs-là, c'est les youtubeurs qui l'appellent comme ça. Et puis, retrouvons Élise. Ah bah oui, notre Élise. Parce que notre Élise, elle avait quand même trouvé une petite astuce. C'est que Élise, quand elle est arrivée en L2 droit, elle a découvert Discover. Donc Snapchat Discover, portail de presse gratuit. Les titres de presse sont sur Snap et permettent en version Stories en fait, hein, d'accéder à des titres de presse. Et là, mais c'est merveilleux. Que dit Élise? Ils ont adapté plusieurs magazines version Snapchat. Lis pas la presse, mais là, avec Discover, c'est différent. Ça va de Combini au Monde en passant par le Cosmopolitan. Mais ce qui est hyper important, en fait, là, c'est que ça veut dire qu'on doit l'aider à identifier ça, c'est le Monde, ça, c'est le Cosmopolitan. Donc bon, c'est bien, mais peut-être que c'est pas cité en études esthétiques. Il doit y avoir d'autres choses, hein. En tout cas, ça veut dire qu'il faut être capable de conscientiser que c'est une pratique de lecture de presse et derrière d'identifier
pour dépasser l'outil marque, pas être sur je suis sur Snapchat. Non, tu es sur quel objet, qu'est-ce que c'est comme modèle économique, quelle ligne éditoriale, parce que la ligne éditoriale du Monde sur Snap, ça reste aussi une ligne éditoriale, enfin, voilà, ça reste la ligne éditoriale du Monde. Pour conclure, just in time, je pense. Hein. Ouais, on est bien. Pour conclure, bon, très rapidement, juste. Les pratiques informationnelles des étudiants, c'est d'abord des pratiques sociales, donc elles s'ancrent dans des dispositifs de 2023 et que on ne peut pas ne pas prendre en compte ces dispositifs parce que ça va venir parfois percuter aussi d'autres dispositifs d'accès à l'information à l'université et que c'est important qu'ils puissent distinguer, faire des choix en conscience. Pour cela, c'est une approche culturelle de l'information qui est nécessaire. Il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai, pas vrai, ce n'est pas de la méthodologie, mais vraiment d'avoir des concepts, d'être capable de voir qu'est-ce que c'est comme type de document, comme type de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser Wikipédia ou d'utiliser un autre type de modèle de production de l'information. Évidemment, il faut développer une culture des sources pour enrichir leur répertoire de pratiques, notamment en raison des allants de soi trop souvent en fait hérités et renouvelés dans le système universitaire. Et enfin, alors ça, je sais très bien que ça, c'est un vœu un peu pieux parce que vous ne pouvez pas, à votre échelle, totalement agir sur ça, favoriser l'ancrage des formations dans des académiques. C'est vrai que très souvent, votre formation, elle arrive un peu, boum, il y a un météorite qui tombe, quoi. Et le météorite s'appelle, tiens, cette semaine, vous allez à la BU. Alors que, évidemment, ça aurait tellement de sens si mon étudiant d'histoire ou de droit, eh bien, il pouvait, en partenariat avec le bibliothécaire universitaire, travailler sur la réalisation, par exemple, d'un premier exposé et que là, on fait déjà toute une chaîne complètement avec lui, ancrée dans une injonction académique. Tout ça parce que ce qu'on espère tous, bon là, vous avez entendu l'hommage que Anaïs rend à son professeur documentaliste de lycée. Elle a 21 ans, elle est à l'IRTS. Je vous souhaite de laisser autant de traces à plein de petites Anaïs et à des grands Guillaume aussi. Merci. On va avoir un peu de temps pour les questions. On attrape juste un deuxième micro pour que les personnes à distance puissent aussi entendre vos questions. Ouais. C'est bon, nous avons un micro. Est-ce qu'il y a une première question? En fait, c'est vraiment une question, alors qui va prouver que je suis très vieille, mais moi j'ai l'impression que tout ce que vous avez dit, si on changeait les médias, on aurait pu le dire en 85. Et alors en fait, là où j'ai du mal à me situer par rapport à ce que vous avez dit, c'est alors moi je suis passée par les classes prépa, en plus des classes prépa plutôt élitistes, et j'en ai forgé la conclusion que si je n'étais pas passée par là, je n'aurais jamais fait d'études. Parce que en classe prépa, en gros, on m'a fait exécuter bêtement des choses, et puis après on m'a expliqué comment les sélectionner, comment les hiérarchiser. Moi j'avais 18 ans en fait. En gros, j'étais beaucoup plus intéressée par la piscine
que par les études, mais je me disais quand même qu'il fallait faire des études si on voulait avoir une belle vie après. Donc, et en fait, je me dis, je suis arrivée à l'université en DEA, et après, je vais avoir l'air ridicule, et il y a un prof qui nous a donné une bibliographie, on était 4 à venir de prépa, et alors on a lu toute la bibliographie en se la répartissant, on a fait des fiches, on est allé le voir 15 jours après, on lui a dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je trouve que c'est vraiment un fonctionnement non dit de l'université de ne pas expliciter les choses. Et je ne crois pas du tout que ça soit, enfin, je ne crois plus que ce soit une incapacité des enseignants à le faire, mais parce qu'ils sont eux-mêmes passés par des classes prépa, la plupart, on est bien d'accord, ou par des filières élitistes et sélectives, où là, on a explicité les choses. Donc, ils venaient déjà de milieu socio-professionnel où c'était un peu implicite, et en plus, on a explicité l'implicite. Donc, je crois qu'en fait, c'est un modèle d'université qu'on a choisi et qu'on continue à choisir, en fait. Et je ne suis pas complètement convaincue que les bibliothèques soient complètement radicalement opposées au modèle en question. C'est à la fois une question, et donc je trouve que ça ne change pas beaucoup finalement. Ben, non, en fait, moi je trouve aussi que c'est assez. En fait, les questionnements restent pérennes. Par contre, les étudiants changent beaucoup. Il y a quand même aussi une démographie enseignante qui commence à bouger un peu et ça peut peut-être bousculer un peu les choses aussi. Moi, j'essaie d'y croire quand même. Après, c'est vrai qu'il y a, en fait, derrière ça, il y a vraiment quelle conception philosophique, presque politique, on a en fait de l'éducation à l'université et de la pédagogie universitaire même. Le terme de pédagogie universitaire, ne serait-ce que lui, est extrêmement controversé. Un exemple tout bête, hein, alors là qui pour le coup est plus un retour d'expérience perso, mais en réunion de département, la dernière fois, j'ai essayé d'expliquer à mes collègues qu'il fallait qu'on fasse des grilles d'évaluation quand on note nos étudiants. Ce qui, moi, me paraît juste une évidence. Enfin, on donne même la grille avant l'évaluation, et ça, c'est une grille d'auto-positionnement, et après, on réutilise la grille. Et en fait, j'ai eu des collègues c'était assez rigolo, la moitié vent debout, en mode, c'est pas notre boulot, ils doivent être autonomes. Et la deuxième partie qui était plutôt en train de dire, mais si on est obligé de faire ça, c'est que on n'est pas compétent pour noter. C'est-à-dire que dans leur esprit, faire des grilles de critères pour pouvoir évaluer un étudiant, c'est pas être capable d'asséner comme ça la note. Donc oui, ça interroge en fait le rapport qu'on a à ce que c'est qu'être étudiant, la pédagogie et notre rôle en fait de médiateur. J'ose espérer que ça bouge quand même, parce que ces dispositifs-là obligent aussi à bouger. Mais j'avoue, hein, j'ai vu des formations en L1, en méthodologie du travail universitaire, ouais, où je me suis dit effectivement que ce n'était pas normal, ça ressemblait trop à des formations que j'avais pu moi avoir à la fac. Or, les dispositifs ont quand même radicalement bougé. Et c'est ça qui est gênant finalement, c'est que le discours, que l'analyse scientifique bouge pas trop quelque part, bon, mais que les réalités sociales observées n'aient pas bougé tant que ça c'est plus inquiétant. Oui. Après, je ne sais pas quelle clé d'explication on peut donner. Et après, il y a toujours le débat de savoir est-ce que c'est de l'implicite, complètement implicitement implicite, involontaire, à l'insu de son plein gré, ou est-ce qu'on est sur de l'implicite qui arrange? Ça, je vous laisse juge. Les étudiants, moi, ils ont déjà la réponse, hein, mais bon. Mais c'est vrai que il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est précieux, en fait, là. C'est d'ailleurs la preuve que c'est un vrai enjeu politique. C'est précieux, l'information. C'est précieux de disposer de canaux pour s'informer. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Enlevons les accès, comme ça, les gamins qui n'ont pas d'autre accès à l'information, ils n'auront plus d'accès à l'information. Parce que concrètement, là, c'est ça qui est en train de se jouer. L'interdiction des écrans, blablabla. Au-delà de ça, c'est un enjeu démocratique. Notre Élise, comme tous les autres, hein, mais notre Élise et tous les autres, et tous les lycéens, moi que je vois aujourd'hui, je fais des recherches d'action en ce moment avec des premières et des terminales dans des lycées d'éducation populaire sur la culture des sources. C'est très net. Les gamins, si on leur enlève l'accès aux réseaux sociaux, ils n'ont plus de pratique d'information.
Or, je suis désolée, c'est ce qui leur permet de prendre position dans le monde, de s'exprimer, de résister aussi. Donc, c'est un vrai choix politique face auquel on est aujourd'hui, il me semble. Merci beaucoup, oui, c'est vraiment passionnant. Et du coup, pour aller dans votre sens, est-ce qu'on peut se dire que la place des bibliothèques, parce que c'est implicite et ces codes pour acquérir remplir toutes les caractéristiques du métier d'étudiant et d'être un étudiant accompli, puisque c'est de l'implicite dont certains étudiants privilégiés ont acquis les règles très tôt et d'autres non, et qu'il n'y a pas d'autres moyens, vous dites, que sur ces médias ou médias sociaux, réseaux sociaux, etc. Est-ce que du coup les bibliothèques n'ont pas justement un boulevard, puisque personne ne veut se saisir de ces questions méthodologiques, ces questions d'accès, de discrimination, de validation, qui d'autres que nous pouvons le faire. Enfin, ça serait bien qu'il y en ait d'autres, mais en fait, malheureusement, personne ne veut voir cet éléphant dans la pièce quand même, et qui fait que ce sont les fondamentaux de l'éducation du citoyen, etc. Ah, mais moi, je pense que c'est les professionnels de l'info, clairement. Mais de toute façon, qui sont les plus avancés en termes de pédagogie active, quel que soit leur statut, en fait? C'est les médiateurs du document et de l'information, mais ça a toujours été, en fait. Enfin, le fondement même des pédagogies actives, c'est le document. Donc, c'est moyennement surprenant, mais en tout cas, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est de ne pas voir un mouvement professionnel véritablement engagé dans cette direction-là. Après, il y a plein de contraintes, hein, et notamment des contraintes de politique publique, voilà. Mais c'est sûr que, oui, c'est un espace, à mon avis, indispensable à occuper. Alors, merci pour votre intervention et puis merci pour l'hommage aux IUT. Moi, j'avoue que je me pose énormément de questions en ce moment sur l'après, en fait. Je me dis que c'est bien de les préparer pour la partie académique où ils sont là. C'est vrai que peut-être que nous, on les garde moins longtemps, donc on a aussi cet aspect-là. Moi, je travaille beaucoup avec les filières de génie mécanique et du coup, je me pose plein de questions parce que je me dis qu'au bout du compte, ça commence à prendre son sens en troisième année quand on est dans des choses beaucoup plus pratiques et carrément orientées entreprise. Mais d'un autre côté, l'utilisation uniquement des ressources numériques des bibliothèques, ça ne suffit pas. Enfin, à mon sens, ça ne suffit pas. Tout simplement parce qu'une fois qu'ils vont être sortis du cadre de l'université, ils n'y auront plus accès. Donc, du coup, à mon sens, il y a aussi la problématique de les former à autre chose et à des alternatives à nos ressources. Et plutôt que de les former à nos ressources, c'est les former à des usages de ressources. Idéalement, d'ailleurs, plutôt de l'open. Et ça, j'avoue qu'on arrive à le faire assez bien avec le brevet parce que toutes les données sont gratuites ou quasiment, à part la cartographie. C'est beaucoup moins facile quand on commence à parler de publication. Mais pour autant, je pense que c'est super important de parler plus en gros, de Google Scholar et autres que uniquement de nos ressources à nous, qui sont soit des ressources qui sont entièrement validées, mais qui n'auront plus par la suite. Parce que les entreprises n'ont pas les moyens d'avoir ce genre de ressources. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et moi, j'avoue que je travaille plus sur la validation de l'information sur Internet en première année que sur les ressources. Et j'avoue que je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je me suis d'ailleurs interrogée longtemps parce que je me suis dit, oui, on forme des étudiants, mais c'est un peu comme quand dans l'école, on dit on ne forme pas que des élèves, on forme des citoyens. C'est pareil, en fait, à l'université, voire plus, j'aurais tendance à dire, puisque nous, ils sont quand même en âge d'être complètement citoyens, au sens juridique du terme, hein, clairement. Et c'est vrai que, oui, alors, c'est vrai que dans les retours qu'ils font, quand on leur demande comment ils ont vécu les liaisons CDI, BU, par exemple, on appelle comme ça pour faire simple, ils ont souvent le sentiment, prenez-le pas mal, ils ont souvent le sentiment que le bibliothécaire, il vend son truc. Il vend sa boîte à chaussures, quoi. Il vend sa bibliothèque. Regardez comme ma bibliothèque, elle est belle, etc. Et ça, ils le disent souvent. Et notamment en disant, mais moi, si j'y vais pas, du coup, ça n'a pas de sens pour moi. Et puis, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est cette question de la ressource qui, en fait, est dépendante de l'ancrage dans un lieu. Et par exemple, le cas de Guillaume, donc mon utilisateur d'Universalis, là, eh bien, Guillaume, par exemple, ça a été une des premières choses qu'il m'a dit l'année d'après, quand il a donc quitté le monde universitaire. J'ai dit, comment tu t'informes? Il m'a dit, mais tu sais que c'est compliqué.
parce que j'étais tellement habituée à utiliser les ressources numériques, parce que lui, pour le coup, vraiment, il les utilisait. C'est du gâchis, quoi. Il les utilisait. Et il me dit, en fait, ben, du coup, les alternatives, etc., j'en ai pas tant que ça. Donc maintenant, bon, il s'est débrouillé, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'il ait un pan beaucoup plus ouvert. Mais parce que de toute façon, ce qui compte, c'est le transfert des compétences. Et c'est pour ça que je parlais de situation sociale aussi. C'est-à-dire que finalement, on pourrait les interroger aussi sur enfin, les faire s'interroger, pardon, eux-mêmes sur la vérification de l'information sur des sujets autres que académiques. Ça permettrait malgré tout et pleinement de répondre à leurs besoins et après, ils feront les transferts. Oui, bonjour. Moi, je tiens d'abord à vous remercier pour la clarté de votre propos. Et vous ne tombez pas dans le piège, je dirais, du vocabulaire académique. Donc, vous êtes extrêmement clair et intelligible pour les étudiants, tel que vous parlez là. Je pense que vous vous adressez à vous comme vous vous adressez à eux. Et je pense aussi l'avantage que vous avez, si vous avez exercé en collège, lycée, ça s'observe, hein, évidemment. Et je regrette effectivement qu'on soit un peu dans l'entre-soi au niveau du monde académique, parce que rares sont les enseignants qui s'expriment comme vous. En fait, hein, ils sont plutôt pollués par le jargon qui est nécessaire, en fait. Hein, mais quand on est soi-même je dirais, plongé dans ce jargon en première année, c'est sûr que le repère dans une discipline semble compliqué. Ça, c'était ma remarque préliminaire. La deuxième, c'est que je sens que nous, formateurs, nous sommes plutôt bien reçus par les étudiants en master, parce que voilà, ils ont acquis leur code, et puis ils ont déjà une ambition professionnelle. Donc, ils voient comment donc, ce que nous proposons s'insère dans leur projet professionnel. Dans les premières années, nous, on intervient, on est une équipe de formateurs assez importante sur Caen. On intervient aussi en première année, c'est fondamental. On est plus ou moins ballotté dans différentes UE, enfin souvent celles qui concernent la méthodologie du travail universitaire, mais on les voit peu et trop peu. Donc globalement, nous, c'est un contenu de 6 heures pour les étudiants de première année, dont 2 heures en présentiel. C'est très très peu. Le reste, puisque c'est aujourd'hui quelque chose qui est à la mode et qui nous est utile, hein, c'est de l'asynchrone. Est-ce qu'ils auront vu les vidéos ou les exercices qu'on leur a proposés sur les espaces numériques? C'est très rare, hein, parce qu'en première année, la filiation n'est pas encore faite. Et moi, je m'interroge toujours dans ma pratique de formateur pour essayer maintenant de prendre de la distance par rapport à vendre son produit. Et d'où je viens, qui je suis. Et j'essaie de m'intéresser un peu plus à leur pratique informationnelle. Et quand vous parliez, ça, j'étais très sensible à ça, on ne proscrit pas Wikipédia, on ne doit pas proscrire les réseaux sociaux. Et je pense que si on va sur ce terrain-là, parce que ce ne sont que des canaux, c'est ce que vous avez souligné, en fait, hein, on peut attirer leur attention et les ramener petit à petit vers le monde académique. Une observation aussi, une question que je me pose depuis toujours, pourquoi moi je ne leur parle pas des lectures que je fais? De temps en temps, quand je suis avec des étudiants d'art du spectacle, je leur demande qu'est-ce que vous avez vu comme film. Alors, il est certain qu'il y a un écart entre autant, s'ils ont étudié en art du spectacle, en fait, hein, ils vont étudier des classiques, etc., sur lesquels moi j'ai mes repères. Et là, on sent tout de suite l'attention, le désir de « Ah oui, tiens, il connaît peut-être ce film-là, il a peut-être des éclairages, et eux aussi ont des éclairages à m'apporter. » Mais je me dis, rares sont les bibliothécaires qui parlent de leur lecture, de leur plaisir, parce que le monde universitaire, notamment les bibliothèques, c'est un lieu de pratique pour devenir professionnel, mais c'est aussi un lieu d'éveil à la culture générale, à le sens de la démocratie, etc. Et on a tous des livres qu'on expose dans nos bibliothèques, mais on n'en parle pratiquement jamais. Et quand on voit comment nous, les enseignants, c'est pareil dans nos universités, sont des grands lecteurs de romans, d'essais, etc. Et on ne fait jamais le lien. Ben, vous voyez, une bibliothèque peut s'intéresser au féminisme, peut s'intéresser aux courants qui nous interrogent aujourd'hui. Et on ne montre pas qu'on est ancré, finalement, nous, bibliothécaires, qu'on est ancré dans une époque, qu'on ne fait pas que véhiculer, je dirais, un discours universitaire. Enfin, on est autour de ce milieu. Et ouais, on oublie de leur dire, ben, une bande dessinée, ça peut être intéressant. Et dans cette bande dessinée, vous allez trouver des problématiques contemporaines, critiques. Et ça, mon fonctionnement, moi,
je ne me permets jamais de parler de mes lectures aux étudiants, parce que 2 heures en TD, ça passe trop vite. Ouais, là, avec 2 heures en TD, honnêtement, je vois pas. Enfin, là, c'est une ineptie, quoi. Enfin, 2 heures en TD, c'est une ineptie absolue. Donc, déjà, des fois, quand j'entends 18 heures sur un semestre, je me dis, mais alors 2 heures, enfin là. Parce que c'est sûr que la solution, c'est ça, hein, c'est le partage, en fait. Et moi, je trouve ce que Guillaume dit, c'est pas Guillaume, c'est Morgane. Oui, c'est Morgane, qui dit, ben, en fait, on cherche de l'info, puis finalement, pas de cette info. Ça, c'est essentiel. Enfin, alors, c'est vrai que alors, je fais peut-être beaucoup trop de transferts ou de transpositions, mais il me semble que ce qu'on fait dans le secondaire, des fois, qui est de dire partageons autour d'une information qu'on a trouvée, comment on l'a trouvée, qui l'a trouvée, comment on l'interroge, par quelle source, etc. En fait, on pourrait le faire dans le monde universitaire. On devrait avoir des points d'info, des points actus, des points revues de presse, quoi, où en fait on les fait travailler de façon collaborative, parce que ça aussi, finalement, on travaille beaucoup de façon individuelle. Après, on s'étonne qu'on crée des individus, des individus individualistes, mais forcément, en fait, toutes nos études fonctionnent que comme ça, ou avec des travaux de groupe qui sont factices, quoi. Enfin, certes. Alors qu'en fait, les mettre en sorte de conférence ensemble, quoi, alors pas forcément de rédaction, quoi, mais de partage de l'information, de dire voilà, il y a eu cet événement, comment on s'est informé dessus, qu'est-ce que vous avez utilisé, qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Ça marche aussi avec de l'info d'actu, et après, on peut renvoyer à Europress, on peut renvoyer à Factiva, on peut renvoyer à Kern pour aller chercher dans des revues disciplinaires des choses qui vont permettre d'approfondir. Enfin, en fait, quelque part, tous les chemins peuvent mener à l'objectif d'acculturation. Et très probablement que c'est par le partage social qu'il faut rentrer, davantage que par ce qui, en fait, est déjà en soi une enclosure, quoi. Les ressources accessibles, finalement, ce n'est pas forcément l'idéal. Bonjour. Alors, merci pour le prof doc un jour, prof doc toujours. Du coup, moi, je suis arrivée dans il y a 3 ans et je pensais qu'effectivement, il y avait ce continuum entre le lycée. En réalité, il y a un gap énorme. Et en fait, si je veux schématiser, prof doc, on est concentré sur l'éducation aux médias et l'info. Et puis, bibliothèque universitaire, c'est la ressource, la ressource, la ressource. Du coup, tu montres un peu ce continuum quand même avec ce suivi. C'est ça qui est passionnant, hein, ce suivi des lycéens devenus étudiants. Comment on pourrait faire pour qu'il y ait ce continuum réel entre le lycée et l'université? Et pas tu vois, l'effet Wikipédia, par exemple. Alors, est-ce que c'est... Je vais gentiment défoncer nos amis prof doc. Est-ce que c'est nos amis prof doc qui, à un moment donné, formatent les futurs étudiants parce qu'elles ne comprennent pas les attentes qu'il y a à l'université? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est nous qui déjà connaissons les attentes, si tu veux, et ayant alors, niveau, en réalité, ils n'ont pas parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font au lycée. Est-ce que ça serait l'idée de développer l'éducation aux médias à l'université? Est-ce que ce serait une solution ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pour un continuum de la maternelle à l'université en éducation à l'information, documentation, clairement. Un vrai continuum, quoi. Digne de ce nom. Pas avec 2 heures par-ci, 3 heures par-là et 5 en distanciel. Ouais, un vrai continuum. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, c'est appuyé. C'est-à-dire que Kelly, par exemple, elle appartient à ces classes de lycée que j'ai suivies. En fait, j'ai cherché des classes de lycée qui faisaient le continuum 3 bac plus 3. Et j'avoue avoir eu du mal à trouver ce que moi, je considérais comme un vrai continuum. C'est-à-dire autre chose que on va aller une après-midi voir la fac, on suit un cours, on visite la BU pendant 1 heure et demie, et puis on s'en va et on a fait en fait le continuum. Ça m'intéressait pas. Alors je l'ai fait, je suis allée regarder des classes, ça donne rien, hein, enfin, on va être très clair, aucune répercussion derrière, hein. Les gamins viennent pas plus, pas moins, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, les autres classes que j'ai suivies, du coup, c'est des classes où le prof doc faisait de l'éducation à l'information et utilisait notamment des dispositifs comme les TPE, et aujourd'hui, il utilise le grand oral
pour en fait faire de l'éducation à l'information en détournant les textes, hein. C'est-à-dire que les textes officiels sont beaucoup moins ambitieux que ce qu'il fait faire à ses élèves, clairement. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est que tout au long de l'année, les gamins travaillent avec la BU. Ils travaillent avec les bibliothécaires de la BU et les gamins vont à la BU, non pas pour visiter la BU, mais pour faire des recherches à la bibliothèque universitaire, pour nourrir leur exposé pour le grand oral ou avant pour les TPE. Donc les gamins arrivent en interrogeant les bases, ils connaissent du coup Europress, ils apprennent à l'utiliser. Ils apprennent à utiliser aussi, c'est tout bête, hein, mais le catalogue, le SIGB, du coup, qu'ils connaissent déjà. Mais évidemment, ce n'est pas le même. Donc, ils apprennent aussi ça. Et donc là, on est vraiment sur un transfert de compétences. Mais il y a un différentiel quand même. C'est-à-dire que Kelly, par exemple, elle est une des élèves de ce prof doc qui est un pro Wikipédia, qui ne cesse de leur dire mais allez-y, quoi. S'il y a un truc de fiable par rapport à universalisme, c'est Wikipédia. Sauf que, et c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder en fait le tour. Il hurle dans le désert. C'est-à-dire que lui dit ça aux élèves, mais les élèves disent, en fonction du prof de discipline avec qui je suis et qui me note, je vais ou non avoir le droit d'utiliser Wikipédia, etc. Ce même prof doc, là, je suis en train de travailler avec eux dans le cadre du Grand Oral. On fait des podcasts audio sur la culture des sources et ils travaillent sur les créateurs de contenu. C'est hyper intéressant en HGGSP, donc c'est l'option Histoire Géo, Sciences Politiques. Les gamins, en fait, ils vont beaucoup voir Mister Géopolitics, donc des créateurs de contenu sur YouTube. Le prof doc connaît, le prof d'histoire connaît pas. Le prof d'histoire dit, montrez-moi, on va regarder. Le prof d'histoire leur dit, c'est super, il y a ce qu'il faut, il y a la citation des sources, machin, tout ça. Et donc, du coup, maintenant, il l'utilise en cours. Le fait que l'enseignant utilise en cours Mister Géopolitics, mais aussi Hugo Décrypte, des vidéos de Brut, etc., ça légitime en fait la ressource et surtout, ça légitime la pratique informationnelle de l'élève qui se dit, donc je peux en parler et je peux éventuellement aller le voir pour lui dire, j'ai trouvé ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Que sinon, en fait, il préfère ne pas en parler. On fait la comparaison avec une classe de santé sociale où les élèves utilisent aussi des créateurs et créatrices de contenu. La prof de santé sociale, elle est anti-YouTube. En fait, elle est anti-réseaux sociaux. Truc en gros, quoi. Pouf, voilà. Elle va peut-être faire partie d'une commission bientôt d'interdiction des écrans, à mon avis. On est bien là. On est bien. Et donc, du coup, elle est anti ça. Et du coup, je lui dis, mais c'est bête parce que tu as vu, il y a l'INSEE, en fait, il y a la Ligue contre le cancer, tous les sites qu'elle conseille, en fait, en sites spécialisés. En fait, évidemment, ils ont des déclinaisons sur les réseaux sociaux. Les gamins les suivent. Mais du coup, les gamins n'osent pas venir lui dire parce qu'elle est anti. Donc, en fait, il y a vraiment une question de légitimité de la ressource pour légitimiter la pratique pour permettre après un dialogue autour de ces pratiques. Mais de façon certaine, ce qui fonctionne, c'est le projet, évidemment. Et ça, je ne vous apprends rien. C'est le projet pédagogique, c'est le fait de faire du lien, des compétences documentaires. Si ça ne se met pas en action, ça ne sert à rien, en fait. Il faut citer ses sources, faut citer ses sources. Mais si je ne sais pas ce que c'est qu'une source, déjà, je ne vais pas savoir la citer. Et après, voilà, il y a tout le reste derrière. Je n'ai pas été très, très efficace dans ma réponse. C'est compliqué, comme dirait l'autre. Statut Facebook, c'est compliqué. Alors, moi, je voudrais rebondir. Je pense que je voulais rebondir parce qu'en fait, dans la présentation, il y a l'une des témoignages sonores qu'on a eu qui m'a interpellée. C'est quand, alors je me rappelle plus de son prénom, quand cette étudiante disait qu'elle faisait plus confiance à se coucher moins bête, c'est ça, qu'à Wikipédia. Wikipédia disait non, j'ai pas confiance, alors que j'ai confiance. Et vous l'avez un peu titillé sur, effectivement, mais pourquoi c'est plus fiable? Et par rapport, effectivement, moi, je m'intéresse beaucoup à l'évaluation d'information et le biais d'autorité. Et vous avez eu la chance de suivre des étudiants sur donc plusieurs années. Par rapport à ce biais d'autorité, la légitimité, effectivement, de on recommande telle ou telle source, est-ce que vous avez pu constater des évolutions, justement? Est-ce qu'à un certain âge, on fait plus confiance à son réseau, justement, à son réseau de copains, son réseau, voilà. Est-ce qu'à un certain autre âge, on a des autorités différentes?
est-ce qu'on évolue? Et je pense que c'est quand même un nœud justement aussi de, voilà, de cette formation à l'évaluation de l'information, tous ces biais cognitifs, effectivement, sur lesquels il faut intervenir et puis travailler dessus. Mais carrément. Alors en fait, ça, c'est vraiment le cœur de la recherche qu'on est en train de faire en recherche action avec des classes de terminale, là, sur la culture des sources et les figures d'autorité informationnelle. En fait, quand on croise, alors là pour le coup, je récapitule tous les gamins rencontrés du CE1 au grand. En gros, il y a 3 grandes catégories de figures d'autorité qui n'ont pas du tout le même rôle pour eux dans le rapport à l'information. Sans hiérarchie, je vais vous donner après la hiérarchie que eux opèrent. Il y a d'abord la figure familière. En fait, généralement, c'est le père, la mère, beaucoup les mères. Même la charge mentale d'évaluer l'info, j'ai l'impression qu'elle revient aux mères. En tout cas, beaucoup les mères. Les grands frères, les grandes sœurs, ça beaucoup. Et donc, ils identifient dans leur cercle familial une figure qui va venir les aider, qui va toujours être bienveillante. C'est comme ça qu'ils décrivent cette figure-là. Et qui va être capable d'écouter, en fait, leurs doutes quand ils ont un truc à faire en rapport avec l'information. La deuxième figure d'autorité dont ils parlent, c'est les enseignants, en disant, on voit qu'ils cherchent le prof qui va être la porte d'entrée vers l'évaluation de l'info, pour savoir si on peut faire confiance ou pas. Et là, évidemment, c'est une figure d'autorité dans le sens vraiment évaluation aussi, avec cette idée de confiance presque absolue. On va y revenir après, parce que ça pose question aussi. La troisième figure d'autorité, c'est les figures affectives. Et là, c'est Hugo Décrypte, Dr Nozman, Mister Géopolitique, Je m'en bats le clito, c'est-à-dire tous ces créateurs de contenu où ils ont cherché à identifier des critères de crédibilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, on voit des critères de crédibilité se préciser. Les collégiens, en général, quand ils regardent un truc, bon, alors les petits, c'est facile. Hein. Maman, elle dit oui, c'est oui. Maman, elle dit non, c'est non. Voilà. Donc, en gros, faites attention à ce que vous dites à votre fille ou à votre fils. C'est vous qui allez créer de la fake news, en gros. Hein. Donc là, les petits, c'est très clair. Au collège, ils commencent à se débrouiller tout seuls. Enfin, en tout cas, à chercher à le faire. Et là, ils sont beaucoup sur des critères très pragmatiques. Je comprends ce qu'il dit. C'est joli. Esthétique. Prend beaucoup d'importance. Ça a l'air sérieux. Donc, alors, sachant que l'esthétique est quelque chose de très relatif et subjectif, encore plus chez les jeunes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me rappelle de panneaux d'exposition, je dis aux élèves, non, mais ça, c'est moche, en fait. Enfin, non. Ils étaient ravis, ils trouvaient ça très beau. Donc, bon. Donc, l'esthétique, c'est très relatif. Hein. Mais c'est des critères qui commencent à construire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir vers 4e, 3e que ces critères, ils les mettent en partage. C'est-à-dire qu'ils commencent à discuter avec les autres pour essayer de voir si leur critère, il tient la route ou pas. Donc là, il commence à y avoir de la sociabilité qui joue un rôle d'évaluation, en fait, de validation de l'info. Et au lycée, alors là, on a des critères supplémentaires, vraiment les critères hyper scolaires qui apparaissent. Si le prof en parle, c'est que c'est fiable. Donc la validation de la source passe par la parole enseignante. Et il y a un début de recherche de crédibilité dans la confiance attribuée par la société à la ressource. C'est là qu'il se pose beaucoup de questions sur popularité et pertinence. Est-ce qu'avoir beaucoup d'abonnés, c'est être fiable? Par exemple, là, dernièrement, les terminales, Hugo Décrypte, par exemple, alors le gendre idéal actuel, hein, apparemment. Donc, Hugo Décrypte, qui fait l'alpha et l'oméga de l'éducation aux médias, Hugo, les élèves lui font confiance. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est les seuls que les profs connaissent. Tout le monde connaît Hugo Décrypte. Alors, même si vous ne l'avez jamais regardé, vous n'avez pas pu passer à côté, en fait. Donc, on le connaît tous. Puis, il est bien habillé, tout ça, donc il fait sérieux. Et Hugo Décrypte, pourquoi les gamins lui font confiance? Parce que le président de la République lui a accordé une interview. Donc, il a une validation institutionnelle et pour eux, c'est un critère de l'importance, de la responsabilité du politique et du journaliste, d'ailleurs, parce que c'est la même chose pour certaines sources autres. Hein. Les élèves de santé sociale, par exemple, quand il y a eu zone interdite, vous savez, il y a eu une zone interdite, gros caca, à voir, ne serait-ce que pour observer
un caca en marche, hein. C'est-à-dire vraiment un zone interdite complet nous montrant qu'il suffisait d'enlever une tablette à une enfant pour qu'elle parle. Autisme virtuel, enfin, on a eu la panoplie totale. Eh bien, le problème, c'est que les élèves de santé sociale regardent beaucoup zone interdite. Ça fait partie de leur écosystème. En plus, ces élèves-là sont des élèves de milieu populaire, dans cette classe-là en l'occurrence. Donc la télévision, on la regarde, contrairement à ce qu'on dit, ils regardent encore beaucoup la télévision. Et donc du coup, elles, qu'est-ce qu'elles disent? Ben, c'est passé à M6. La dame, elle portait une blouse blanche. Elle dit qu'elle est docteur. Donc si elle dit que la tablette, ça rend autiste, ben, la tablette, ça rend autiste. Et là, c'est une responsabilité de la part du journaliste. Et ça, ils commencent à en prendre conscience, en fait, au lycée. Mais en fait, ils ont du mal à trouver des critères de crédibilité. Mais enfin, c'est un problème qu'on se pose tous. Le problème étant qu'aujourd'hui, dans l'éducation aux médias et à l'information, on a tendance à nous faire croire que on peut être quelque part, comment dire, protégé 100% de la désinformation. Alors que c'est complètement faux. On peut tous tomber dans le panneau, quel qu'il soit, parce que les expertises à avoir sont nombreuses, et notamment une expertise du domaine. Moi, on peut me raconter n'importe quoi sur le carbone 14, j'y connais rien, je comprends rien. C'est Étienne Klein qui dit pour ou contre le nucléaire, qui est en fait capable d'expliquer comment ça marche le nucléaire? Mais on est tous pour ou contre, mais voilà, on ne sait pas. Bah, effectivement, donc on délègue finalement l'évaluation de l'info à une autorité. Et ça, c'est vraiment des questions, enfin, à mon avis, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille avec eux, les critères de crédibilité, tout en reconnaissant qu'on n'a pas toujours la réponse. Alors, il nous reste que moins de 5 minutes. Je voudrais donner le micro pour une dernière question. Il y a aussi une question qui a été posée sur Zoom, donc on verra si on arrive à la glisser. Donc, voilà, je donne le micro. Bonjour, merci. On s'efforce et on s'essouffle parfois à travailler avec les enseignants disciplinaires, à collaborer. Et ça nous encourage à chaque fois au JNF, ça relance la motivation. Merci pour votre exposé. J'ai une question qui rejoint en partie la question qui vient d'être posée. Est-ce que vous trouvez intéressant dans les formations d'expliciter auprès des étudiants l'enjeu politique, la distinction sociale autour de la culture des sources? Et est-ce que vous pensez intéressant de regarder aussi l'information du côté biais cognitif, de les expliciter aux étudiants? Oui, 1000 fois oui. Oui, alors sans partir sur les neurosciences et l'explication uniquement par le cerveau, etc., parce qu'il y a quand même des choses qui posent problème, mais en tout cas d'expliquer, mais vraiment, l'information, c'est le pouvoir, comme dirait l'autre, oui, et leur expliquer que l'information, c'est politique, qu'en détenir, c'est politique, c'est essentiel parce que, vous savez, le média rêvé des plus jeunes, c'est le média totalitaire. Quand vous demandez aux collégiens, pour toi, c'est quoi le média idéal? Un média, un seul, qui dit tout et rien que la vérité. Vous voyez à quoi ça fait penser? Donc, ça fait sourire quand c'est des collégiens, mais en fait, il faut faire attention à ce que ça signifie derrière. Et c'est aussi en ça que parfois, dans les formations, ce qu'on fait avec une espèce de parole, un peu doxa, comme ça, qui circule, c'est dangereux. Au contraire, l'esprit critique, le regard critique, c'est pas « je vais te dire ce que tu dois penser ». Enfin, Condorcet qui disait on veut pas qu'ils pensent ce qu'on pense, mais qu'ils pensent d'après eux-mêmes, quoi. Et c'est vraiment l'objectif. Donc ça me paraît fondamental, en fait. Et puis de leur montrer qu'il y a des figures de résistance autour de l'information, parce que l'information, c'est politique. Edward Snowden, Aaron Swartz, vraiment, je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, encore plus aujourd'hui peut-être, et même en France, à l'heure où on essaye encore une fois de couper des choses qui sont des accès à l'information avec tous les risques qu'il y a, c'est important de leur dire, c'est une chance de prendre le risque de se tromper d'information. C'est une chance, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent risquer leur vie pour nous informer et qui mettent en place un grand nombre en fait de qualités dans la fabrication de l'information pour qu'on fasse des choix en démocratie. Ça me paraît mais juste fondamental. Et donc une dernière question qui nous vient de Zoom. Quel est l'impact d'avoir participé à un programme de recherche-action en tant qu'étudiant et d'avoir été amené à s'interroger sur ses propres pratiques informationnelles en termes de réussite et d'engagement étudiant?
Oula. Alors, en termes de réussite et d'engagement, alors honnêtement, hélas, aucun. Ben non, mais c'est-à-dire que Guillaume a échoué. Enfin, ils sont plusieurs à avoir échoué dans tous ceux que j'ai suivis. Donc, en termes d'engagement dans la réussite, ils ne se sont pas accrochés plus à leurs études supérieures parce que je faisais des entretiens avec eux, ça très clairement. Par contre, que le fait de faire des entretiens avec eux développe une réflexivité sur leur pratique informationnelle, ça, c'est une évidence. Mais c'est pour ça que ces entretiens-là, le projet Bonbon, là, justement, je le mets beaucoup en perspective avec des recherches menées sur une année scolaire avec des classes dans un projet pédagogique où, du coup, il n'y a pas ce lien de complicité aussi fort. Les autres, je les connais depuis 2012, donc c'est sûr que le lien, il est quand même particulier. Et donc mais ça, c'est sûr qu'en termes de réflexivité, oui. Ne serait-ce que parce que des fois, ils devancent même les questions. Ils m'écrivent et ils me disent, tiens, j'ai un truc, ça va t'intéresser. Mais je vais après fouiller avec les autres pour voir si ça se retrouve chez les autres. Mais clairement, j'ai hélas pas la prétention, et tant mieux hein, dans un sens, d'avoir eu un impact sur leur réussite étudiante. C'est triste de terminer comme ça.